Bonjour tout le monde. Après les vacances de cet été, on recommence nos interviews avec un projet innovatif qui nous permet de connaître les conseillers administratifs de la ville de Genève et des autres villes partenaires. On les connaît mieux avec des interviews qu'on va préparer ici normalement. Je vous présente, on commence déjà avec Madame Cristina Kittos, conseiller administratif de la ville de Genève en charge au département de la cohésion sociale et de la solidarité. Et après, on va enchaîner et on va, disons, rencontrer des autres conseillers administratifs, soit de la ville de Genève, soit aussi des autres villes partenaires de la SAIG. J'ai pris et j'ai dit bonjour, Liliana, qui va nous présenter Madame Kittos. Oui, alors, Madame Cristina Kitsos est née à La Chaux-de-Fonds. Elle est conseillère administrative en charge du département de la cohésion sociale et de la solidarité. Après une maîtrise de lettres modernes à l'Université de la Sorbonne Paris 4, un master en lettres et sciences humaines, français moderne, philosophie, communication et journalisme à l'Université de Neuchâtel et un master au Business Administration MBA haute études commerciales, Cristina Kitsos s'est lancée dans sa vie professionnelle. Après 2 ans en tant qu'assistant à l'Institut du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel 2000-2002, elle a été enseignante de philosophie et de français au cycle d'orientation ainsi qu'à l'école du secteur tertiaire de 2005-2008. Elle crée et dirige ensuite sa propre agence de communication Atelier CKC 2006 à 2008. De 2009 à 2020, elle occupera plusieurs postes de la direction du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Militante au Parti socialiste, elle fera ses débuts dans sa vie politique au Parlement des jeunes de La Chaux-de-Fonds 1994, puis en tant que députée du canton de Neuchâtel de 2005 à 2008. Conseillère municipale de la ville de Genève 2015-2020, elle sera élue au conseil administratif de la ville de Genève en 2020. Parmi ses nombreuses activités associatives, à noter sa participation au conseil de la Fondation Les Instruments de la Paix Genève. Elle est membre de la Swiss Association Sharing Perama. Elle est membre de la LICRA Genève, du Comité suisse pour la réunification des marbres du Parthénon, de l'Association pour la promotion des droits humains, de l'Association Accroche notamment. Donc, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et ma première question est liée à votre élection en 2020, où vous avez été affronté tout de suite avec la pandémie du Covid-19. Donc, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce moment-là, vos débuts comme conseillère? Bonjour. Alors moi, c'est vrai que c'était particulier puisque déjà au moment de l'élection, on était déjà en pleine pandémie et il y avait déjà des mesures qui avaient été prises par l'ancien conseil administratif, en particulier sur l'accueil des personnes sans abri, puisque de fait, on disait voilà, qu'on devait être confiné à domicile. Donc typiquement, il y avait énormément de personnes qui n'avaient pas de domicile, ou qui étaient cas contact, ou qui avaient contracté du reste le virus, qui devaient être mis à l'abri. Donc là, il y a eu des efforts très importants. Et donc c'est vrai que c'était particulier parce que dès mon entrée en fonction, j'ai dû par exemple venir avec une demande de crédit supplémentaire de près de 7 millions de francs qui a été accordée pour répondre à cette urgence sociale. Ensuite, on se rappelle aussi des files pour obtenir un colis alimentaire. Donc ça, c'est aussi un des points, c'est qu'on a vu que beaucoup de personnes qui étaient sur le fil du rasoir, pendant la pandémie, soit elles ont perdu leur travail, soit leur travail était lié à leur logement, donc elles se sont retrouvées à la rue. Et ce qui fait, c'est qu'on a eu une insécurité alimentaire très importante. Donc je pense que c'est vraiment ces 2 facteurs-là qui ont été les plus aggravés, vraiment le logement et l'insécurité alimentaire. Maintenant, dès le moment où le service public est diminué ou voire fermé, comme ça a été le cas pendant le premier semi-confinement avec l'école ou les crèches, en partie, parce qu'il y avait quand même
un accueil minimum qui était réalisé, eh bien là on voit que ça a eu des conséquences immédiates dans la vie des gens et que ça a fait augmenter drastiquement les inégalités. Voilà, donc nous ce qu'on a fait c'est d'adapter les prestations au mieux, parce que c'est dans ce contexte-là que les collectivités doivent être fortes, qu'on doit être agile, et c'est ce qu'on a fait avec un plan de mesures pour répondre à la crise sociale et humaine qui a été engendrée suite aux mesures sanitaires. Merci beaucoup. Madame Kittos, toujours, encore plus de 12 ans de pandémie, le conflit en Russie-Ukraine, tous les produits en première nécessité en hausse, beaucoup de sans-abri en ont souci, toujours plus nombreux. Comment comptez-vous contrer la précarité de plus en plus visible dans les cantons, mais surtout en ville de Genève? On la voit le soir quand on sort et on va dans certains endroits, on voit beaucoup plus de monde qui sont des problèmes, des vrais problèmes. Alors je pense que c'est vraiment le problème numéro un, c'est le non-recours aux prestations sociales. Ce sont toutes les personnes qui passent à travers les mailles du filet social. Parce que finalement, ce qui est important, c'est de faire valoir les droits et de pouvoir recevoir ces prestations, qu'elles soient financières, qu'elles soient en termes de suivi sanitaire, d'accompagnement social pour lutter contre l'isolement, etc. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a énormément de publics qui sont très éloignés des institutions et qui font que ces personnes, pour différents facteurs, donc les facteurs on les connaît, hein, c'est la complexité administrative, c'est des supports de communication qui ne sont pas adaptés, ça peut être aussi la honte ou la peur d'être stigmatisé, et on retrouve notamment beaucoup ces sentiments au sein des personnes âgées qui se disent moi j'ai travaillé, je me suis investie, j'ai fait beaucoup, donc je ne vais pas aller maintenant demander de l'aide. Donc c'est ce travail-là qu'on fait avec différents dispositifs. Donc, à titre d'exemple, il y a le bureau d'information sociale qu'on a monté avec le canton et les associations. Voilà, typiquement pour rendre accessible, si vous voulez, cette primo-information, cette primo-orientation, pour faciliter aussi le travail, parce qu'en fait, dans ce bureau, tout le monde est présent, tant les acteurs du canton, de la ville, que des associations. Voilà, donc ça, c'est un exemple qui a été monté ces dernières années. Un autre exemple, c'est notre partenariat avec l'Association pour la sauvegarde du logement des personnes en situation de précarité. Donc ça, c'est un travail qu'on fait notamment avec à sa tête Christian Dandrès, qui fait les liens aussi avec l'ASLOCA. Et le but de ce travail, c'est vraiment d'éviter les expulsions des logements. Voilà, donc beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations très difficiles à Genève et de pouvoir les accompagner ensuite au niveau social. Après, on peut utiliser aussi pour aller à la rencontre des personnes, parce que c'est toujours ça, hein, c'est d'aller trouver les personnes là où elles sont. Alors cet été, on a vu qu'avec les dérèglements climatiques, typiquement, on a actionné à 3 reprises le plan canicule. Et à travers les téléphones qu'on a effectués auprès des 75 ans et plus, on a pu identifier des situations d'isolement social. Voilà. Et donc à partir de là, on peut mettre en place un travail pour accompagner les personnes. La particularité de la ville, je dirais, c'est qu'on est la seule commune qui octroyons des prestations complémentaires aux personnes précaires bénéficiaires de l'AVS ou de l'AI. Donc ça représente des dizaines de millions en fait au budget de la ville. Donc ça, je pense que c'est aussi une aide vraiment utile. L'autre point important, c'est l'allocation de rentrée scolaire pour toutes les familles, indépendamment du statut donc de la famille. Donc là, il y a cette aide aussi qui est délivrée chaque rentrée scolaire. Voilà, donc ça, c'est des exemples qui sont menés maintenant avec les problématiques d'approvisionnement énergétique. Alors pour l'heure, ce qui est identifié, c'est que les factures, elles vont augmenter, mais on n'est pas dans la même situation à voir. Il faudra analyser encore, mais on n'est pas dans la même situation que dans certains pays où les factures ont explosé, où ils ont 200 francs supplémentaires par mois.
Par contre, l'inflation et ce type de risque, eh bien, nous, on les suit et on est en train de travailler sur des mesures qu'on pourrait mettre en place cet hiver si on voit que la situation vraiment se durcit par rapport au contexte international. On voit les antennes sociaux de proximité qui vraiment ils sont très importants à Genève parce que moi je travaille avec quelqu'un, celle du quartier là, et puis ils sont très, très importants, surtout pour les aînés. Merci. Et une autre question aussi, si vous pouvez s'il vous plaît, nous expliquer l'accord qui est entre la ville de Genève et l'association des communes genevoises à propos des sans-abri, de l'assistance aux sans-abri. Alors bon, la politique sur l'accueil des personnes sans-abri, si vous voulez, elle date maintenant depuis plus de 20 ans, puisque la ville de Genève avait ouvert, sous l'impulsion de Manuel Tornard, son premier dispositif, voilà, il y a plus de 20 ans. Mais elle était, on peut dire, quasi seule, hein, si ce n'est seule, à porter cette politique. Alors c'est vrai que c'est des phénomènes urbains hein, qu'on retrouve dans la plupart des grandes villes. Cela dit, dans les débats, suite aussi à l'étude de l'Université de Genève, hein, que la ville de Genève a mandatée, eh bien, on a observé qu'on ne répondait pas complètement aux besoins et qu'il était nécessaire d'avoir un socle de 500 places ouvertes à l'année pour accueillir ces personnes. Donc, à la suite de cela, il y a tout un travail qui a été fait au niveau législatif et donc il y a la loi sur l'accueil pour les personnes sans abri qui a été adoptée par le Grand Conseil. Alors, ce que j'ai regretté, c'est que cette loi n'a pas intégré une clé de répartition financière entre les communes. Donc ça, je l'ai répété à maintes reprises, que ce soit dans la presse, que ce soit en commission, que voilà, dans les différents endroits où je suis allée, j'ai eu de cesse de répéter qu'il fallait une clé de répartition financière parce que, figurez-vous, pour mettre d'accord toutes les communes genevoises, avec certaines qui sont suburbaines, certaines qui sont plutôt riches, d'autres qui ont des populations défavorisées, d'autres qui ont peu de moyens. Enfin, vous voyez, la disparité pour se mettre d'accord voilà, sur une clé de répartition financière, voilà, ça me semblait très compliqué de le faire par la suite. Et surtout, au niveau de l'efficacité et de l'efficience, c'est vrai que si c'était mis directement dans la loi, après on pouvait directement agir, ouvrir le dispositif. Malheureusement, ça n'a pas été introduit. Voilà. Et donc, une fois que la loi est passée, eh bien, la ville a continué avec son dispositif. Et puis, je ne sais pas si vous vous en rappelez, donc c'était cette année, au mois de mars, il a été dit, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas fermer les dispositifs, donc il faut qu'on trouve un accord. Donc là, c'était le 6 avril 2022, il y a un accord qui a été trouvé donc, pour 2022 pour ouvrir 200 places supplémentaires. Et la ville, voilà, donc on a pu ouvrir progressivement aussi avec l'appui évidemment, enfin les partenariats qu'on a avec les associations. Et l'enjeu maintenant, c'est pour 2023. Et c'est ce travail-là qui a été fait, qu'il y a un accord qui a été trouvé entre les communes grâce à la modification de la LRPFI, où il y a deux axes. Il y a un axe, c'est d'augmenter de 200 places le dispositif à l'année. Puis l'autre axe, c'est d'effectuer une répartition des richesses entre les communes. Donc, pour ma part, je trouve que c'est un très très bon accord. Je trouve que c'est une avancée historique, que les communes aient pu si rapidement se mettre d'accord. Donc, je suis très contente de cet accord. Maintenant, il faut qu'il soit validé encore par le Conseil d'État et le Grand Conseil. Espérons que tu auras le bon chemin. Le collectif associatif socioculturel lié à votre département répond-il bien, pleinement aux exigences de votre politique, ou bien, surtout en matière de cohésion sociale? Ou l'action pourrait-elle être renforcée pour mieux y contribuer? Alors la cohésion sociale, c'est vrai que c'est un terme très large et je pense qu'au sein du département de la cohésion sociale et de la solidarité, on a énormément de leviers
en faveur de cette politique. Parce qu'en fait, on a des actions très directes, comme les antennes sociales de proximité, où là, on est vraiment sur la création de liens, sur le fait de renforcer le pouvoir d'agir des habitantes et des habitants. Donc on soutient aussi des projets associatifs. Donc là, je pense qu'on est vraiment à la pointe sur tout ce qui est processus participatif. Donc je pense qu'on est assez innovant, en tout cas en termes démocratiques, pour faire en sorte que les habitantes et les habitants s'organisent, créent des projets et qu'on les soutienne dans ces démarches. Ensuite, il y a un autre axe où c'est le socle de prestations que nous, on délivre parce que, typiquement, des personnes qui auraient plus de 90 ans, qui auraient des problèmes de mobilité, eh bien, ce n'est pas elles qui vont commencer à organiser leurs activités. Donc, c'est le rôle du service public aussi de délivrer ce type d'activité. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant au sein des espaces de quartier avec Cité Senior, par exemple. Mais après, il y a d'autres manières aussi de faire, parce que dans le département, on touche à tous les âges, à toutes les transitions importantes de la vie, puisqu'on a la petite enfance, mais on a aussi, par exemple, les pompes funèbres. On a la jeunesse, on a le social, on a l'état civil, on a les écoles. Voilà, donc on est vraiment au contact de la population, tout au long de leur vie. Voilà. Et on est vraiment un département qui a énormément de charges dynamiques, c'est-à-dire qu'on délivre des prestations vraiment directes à la population. Ce qui fait que de budget en budget, dès le moment où la population augmente, on a une croissance démographique, si on veut maintenir nos prestations, nous, on doit automatiquement augmenter les budgets. Voilà. Donc on a des leviers, typiquement au sein de la politique de la petite enfance. Alors l'objectif premier, on est d'accord, ce n'est pas la cohésion sociale, mais de fait, on favorise la cohésion sociale, pas seulement pour les familles étrangères, mais aussi pour les familles suisses, évidemment. Pour les écoles, tout ce qu'on fait autour dans les budgets participatifs avec les enfants, voilà, ça favorise aussi à nouveau la cohésion sociale. Ensuite, on a des événements aussi tout au long de l'année qui permettent de renforcer ces liens, de pouvoir ensuite connaître ces publics, puis ensuite les orienter selon les besoins. Donc je pense que c'est vraiment, là on touche vraiment à la clé quelque part des objectifs du département. Oui, il semble qu'il ne manque pas de défis dans votre département, étant donné toute la grandeur de ce qu'il couvre. Et vous avez déjà touché, la prochaine question, c'était spécifiquement sur la petite enfance, qui a plus à plus d'usagers avec l'augmentation de la population. Donc la question serait qu'est-ce que c'est l'action de Genève dans le futur proche? Alors la petite enfance, c'est vraiment une des grandes priorités du département et de cette législature. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter le nombre de places. Donc chaque année, on crée de nouvelles places en crèche. Mais aussi, on a commencé le grand projet de réforme de la gouvernance avec la municipalisation par étapes. Donc, ça veut dire que les nouvelles structures qui ouvrent vont être intégrées à la ville de Genève. Donc, la petite enfance, pour nous, c'est véritablement un service public. Parce que dans la politique de la petite enfance, on n'est pas sur une politique qui vise seulement l'amélioration des conciliations tant professionnelles, tant familiales. Parce que souvent, les gens, ils retiennent ça un petit peu de la politique petite enfance. Mais ça va bien au-delà. Parce que déjà, ça touche à la politique qui vise à l'égalité. Donc l'égalité déjà entre les femmes et les hommes, parce que de fait, les chiffres le montrent qu'aujourd'hui, quand les familles n'ont pas de place de crèche, eh bien, c'est majoritairement les femmes qui mettent leur carrière en parenthèse, qu'ensuite, elles ont de la peine à retrouver un emploi, puis après, elles repayent la même facture quand elles arrivent à la retraite, parce qu'elles n'ont pas cotisé pendant qu'elles se sont occupées de leurs enfants. L'autre point important, c'est l'égalité des chances pour tous les enfants, parce que les études le montrent
qu'en termes de socialisation, d'éveil culturel, d'éveil aux langues, de dépistage précoce aussi pour les enfants qui ont des besoins particuliers, eh bien, le fait d'être en crèche, eh bien, on peut presque réaliser de petits miracles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on favorise les transitions entre préscolaire et scolaire. Et ça, on le voit d'autant plus pour les enfants qui sont de milieux défavorisés ou qui sont dans des milieux allophones, aussi primo-arrivants allophones. Et typiquement, dans les apprentissages de la lecture, eh bien, on voit que là, l'échec est vraiment diminué de moitié lorsque l'enfant a pu être en préscolaire et passer ensuite en classe ordinaire au primaire. Et puis finalement, même au niveau économique, là, les études sont sans appel. 1 franc investi dans la petite enfance, ça rapporte en moyenne 3 francs à la collectivité, parce que la petite enfance, c'est une histoire d'avenir de la société. Sans enfants, on devrait se faire du souci. Déjà, on a un vieillissement de la population très important, ça c'est sûr. De manière générale, en Europe, on connaît un vieillissement de la population. Donc d'avoir des politiques familiales innovantes et puis vraiment ambitieuses, c'est fondamental, pas seulement pour les familles elles-mêmes, mais pour l'ensemble de la société. Voilà, une société qui ne prend pas soin de ses enfants est une société qui doit se faire du souci pour son avenir. Donc voilà, vous voyez, avec cette politique-là, on touche vraiment à plusieurs leviers, mais le premier, c'est celui de l'égalité, et pour moi, c'est vraiment une priorité. Bien, Madame Kittos, nous, la SAIG, nous allons vous remercier d'être comme ça, d'être venu déjà, parce que c'est pas... Non, merci d'avoir inauguré ce projet, de connaître nous magistrats, les personnes qui nous gouvernent. Comme ça, moi j'apprécie surtout votre simplicité humble, comme on dit en français, et ça, nous aimons beaucoup les Italiens se confronter avec des personnes comme vous. Et moi, je connais les autres conseillers administratifs de la ville de Genève, je connais les autres conseillers administratifs des villes partenaires de la SAIG, et je pense que vous êtes tout le monde à la bonne place. Et ce n'est pas de la rhétorique, comme on dit, mais c'est vraiment, parce que moi je connais très bien les positions de chacun de vous. Et ce qui ça me plaît beaucoup de Genève, c'est vraiment le travail que tous les conseillers administratifs qui font, n'importe quel parti politique, qui font envers sa population. Ça c'est quelque chose que nous aimons tout le monde. Et on vous le montre, je crois, souvent, ça. Mais particulièrement, je voudrais vous remercier parce que vous êtes la première à être accueillie ici et vous avez inauguré ce projet qui devrait s'aboutir l'année prochaine. Merci Madame Kittos, c'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir ici. Merci à vous pour tout ce que vous faites, parce que la richesse de Genève, eh bien, c'est quand même la richesse de ses migrations, depuis plus de 4 siècles déjà, et d'avoir voilà, des personnes engagées ben, comme vous, avec votre histoire, avec vos compétences, ben, c'est ce qui permet vraiment de faire vivre aussi les cultures d'origine et puis d'avoir des belles trajectoires pour ceux qui sont ici depuis longtemps, mais aussi pour celles qui arrivent. Vous me donnez l'occasion de conclure pour dire qu'est-ce que c'est effectivement la SAIG. La SAIG, elle a été conçue pour remercier les Genevois de nous avoir accueillis et nous accompagner à être intégrés à la vie socio-culturelle de la ville. Et nous, on fait ce qu'on fait, on le fait en remerciant vous, par exemple, que actuellement c'est vous, il y a les aînés qui viennent ici, il y a des autres activités qui fait la SAIG, il fait parce qu'il aime beaucoup remercier. Merci Madame Kittos.
À la prochaine. À